Je voulais, à travers, ce petit jet, revenir sur, la perception et la perception qu'on nous oblige à avoir et Kemi Gwada a fait le résumé. C'est la sorcellerie européenne. Il a fait un très bon résumé parce que la représentation, c'est la base de la sorcellerie. La projection, c'est la base de la magie. Vous voyez? C'est la base. Comment tu te vois? Comment tu te représentes? Quelle est la place que tu t'accordes? Est-ce que tu es maître de toi-même? Est-ce que tu es un maître? Est-ce que tu es esclave? Est-ce que tu es sous-développé? Comment tu te perçois dans ton mental? Je rajouterais que lorsque tu vas dans un restaurant, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais je le reprends, et que tu choisis un menu, ce n'est pas le menu que tu choisis, c'est l'idée que tu te fais du menu que tu choisis. Donc, tu ne choisis pas le menu, tu choisis une idée parce que tu ne sais pas le goût que cela aura. Même si tu as mangé ça hier, ce n'est jamais le même goût. Donc, tu choisis les choses en fonction des idées que tu te fais de ces choses. Mais une idée, comme Chaka Vini dit souvent, c'est une pensée homosexuelle de la perversion. Une idée. On ne doit pas être avec des idées. Des idées sont à bannir. Se faire une idée, c'est faire la sorcellerie. On ne doit pas se faire des idées. Je pense que. Il ne faut pas penser que. Il faut te taire. Et il faut dire quand tu sais, je sais que j'ai expérimenté ça. Donc, vous allez remarquer que si on enlève les idées de notre vie au quotidien, on supprime 70 à 80% des choses inutiles. Retenez bien ce que je viens de vous dire. Si on enlève les idées de notre quotidien, on élimine 70 à 80% des choses inutiles. On remplace les idées par quoi? Par le silence et par l'action, par l'expérimentation. C'est ça. Or, la société voudrait fonctionner sur des idées. La politique, ce sont des idées qu'on se fait des gens à qui on va donner notre voix en espérant que on se fait des idées. Est-ce que vous avez compris? C'est inébranlable ce que je viens de vous dire. Quand tu as choisi ton menu, c'est la façon dont ça a été présenté. La façon dont ça a été présenté, comprenez que c'est exactement le mécanisme qui est mis en place dans tout ce qui est politique et géopolitique. On vous vend quelque chose. Vous n'avez pas expérimenté la chose. Vous prenez. Mais vous faites de la sorcellerie. On vous vend la politique. Vous ne l'avez pas expérimenté. Vous validez. Mais vous faites de la sorcellerie. On vous vend le paradis et l'enfer. Vous n'avez pas expérimenté. Mais vous faites de la sorcellerie. Les idées, ça n'existe pas. Une carte ne représente pas ce qu'elle prétend représenter. Un dessin d'un cours d'eau sur une carte ne représente pas le cours d'eau.
Le mot sous-développé ne représente pas ce que c'est que l'entendement contenu dans le sous-développement. Donc le problème est ailleurs. Je vous invite à chercher où se situe le problème. Donc, la France, qui n'est même pas 0,3%, 2% de l'Afrique, traite l'Afrique et les Africains de la sorte. C'est la faute à qui? On va vous dire qu'on a été aliénés. Ah bon? On est si incompétent et si incapable qu'il faut bien que ce soit le maître qui nous sauve. Nous sauver de quoi? De qui? De nous-mêmes. Je discutais avec une sœur et je disais qu'il faudrait qu'on se fasse un mur des lamentations qui part de l'Afrique du Nord au sud. Et on s'aligne et on commence à faire nos lamentations là-dessus. Vous comprenez? Le monde n'est pas tel que vous croyez qu'il est. Et les combats et les luttes d'émancipation ne sont pas ce que vous croyez faire. J'ai pris ces exemples pour montrer ce que c'est que l'Occident. Mais je disais tantôt que je vous ai fait des documentaires sur la Russie, sur la Chine. Un pays comme la Chine produit avec des utérus artificiels, ce qu'ils appellent des êtres à la chaîne. Et on fait des partenariats avec. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, non, c'est juste des partenariats économiques. Quand ils achètent vos terrains, c'est juste des partenariats économiques. Un pays comme la Russie, qui a génocidé il n'y a pas longtemps 40 millions de sa population. 40 millions. Pendant que la guerre était en train d'être faite en Europe, ils ont appelé ça la Première Guerre mondiale. 20 millions des Ukrainiens pour du blé, pour des graines. 60 millions en quelques temps. Ce sont des partenaires. Ok, très bien. Super. Super. On va donc montrer qui sont ces partenaires que nos amis appelaient de toute leur force. Mais avant, je vais vous partager quelque chose. Poulo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter entre-temps? Je disais que tu peux partager et puis je reprendrai la parole après. D'accord, ok, merci. Les amis, ce que je vais partager avec vous, j'aimerais que vous notiez quelques mots qui vous auront frappé. Il n'est pas exclu que pendant la production, que nous fassions l'objet d'un scratch. Or, la vidéo que je vais produire, elle est libre de droit. Il faut bien comprendre. Ces éléments existent séparément pour obtenir votre consentement. Mais une fois qu'on commence à faire une analyse décalée de la chose, à décrypter ce qu'il en est concrètement, eh bien,
tout d'un coup, la vidéo appartient à quelqu'un et il demande à ce que tu la retires. Est-ce que vous comprenez? Asseyez-vous, serrez les ceintures et écoutez ce qui se passe là. Parce que beaucoup parmi vous n'étaient pas nés. Beaucoup parmi vous n'étaient pas nés. Donc, je reviens sur cette histoire. À tout de suite, les amis. Le dimanche 3 octobre 1993, un groupe d'hélicoptères armés décolle d'une base militaire de Mogadiscio, la capitale de la Somalie. À leur bord se trouvent 140 soldats d'élite. Ce sont des Rangers de la Delta Force, considérés depuis longtemps comme les troupes les plus efficaces et les mieux entraînées des États-Unis. En 3 minutes, ils atteignent le cœur de Mogadiscio. Ils font une descente sur leur cible et s'emparent des 2 principaux lieutenants de Mohamed Farad Aidid, l'impitoyable chef de guerre somalien. Aidid est considéré comme le principal obstacle à la paix en Somalie. Ces lieutenants sont ensuite emmenés de toute urgence à la base. Là, ils subissent un interrogatoire minutieux avant d'aller rejoindre d'autres miliciens emprisonnés sur une île au large de la côte sud de la Somalie. La mission a été planifiée dans les moindres détails. Rien n'a été laissé au hasard. Selon les estimations, elle ne devait pas durer plus d'1 heure. Mais les États-Unis sont profondément ébranlés lorsque la vérité sur ces événements est révélée. Le nouveau président, Bill Clinton, se retrouve confronté à sa première grave crise sur la scène internationale. Loin d'être une opération exemplaire, la tentative d'enlèvement s'avère un impair désastreux. Les soldats américains se retrouvent coincés au sol pendant 17 heures, luttant contre une immense foule de Somaliens assoiffés de sang. Lorsque les soldats américains sont enfin secourus, 18 hommes sont morts et plus de 70 ont été grièvement blessés. Les militaires ont de nombreux comptes à rendre suite à ce désastre. Nous sommes allés en Somalie pour empêcher le peuple de mourir de faim. Maintenant, nous tuons des femmes et des enfants parce qu'ils nous combattent. Ça doit cesser. Les États-Unis sont allés en Somalie pour des raisons purement humanitaires. Mais cet objectif s'est perdu en cours de route, ce qui a jeté le peuple américain dans la confusion et engendré un profond ressentiment chez les Somaliens qui en sont arrivés à considérer les Américains comme des oppresseurs et non des sauveurs. La Somalie était et est toujours un pays aride et frappé par la pauvreté, bordé à l'ouest par l'Éthiopie. Formé par la fusion de protectorats britanniques et italiens, le pays est devenu indépendant en 1960. En 1969, un coup d'État évince le gouvernement démocratiquement élu et la Somalie se retrouve sous le pouvoir despotique d'un dictateur, le président Mohamed Siad Barre. Tout de suite, Barre sévit cruellement. Liberté d'expression, religion sont interdites. La plupart des droits de l'homme sont bafoués. Et l'opposition à son régime est brutalement réprimée. Ce qui n'empêche pas pour autant les groupes de résistance armés de se répandre dans tout le pays. Ils sont dirigés par des chefs de guerre locaux. Ils combattent les troupes de Barre et anéantissent peu à peu les fragiles infrastructures de la Somalie. Mohamed Farad Aidid est l'un des plus célèbres chefs de guerre. Il est finalement capturé par les forces gouvernementales et emprisonné pendant plusieurs années. Barre est destitué en 1991, mais à cette époque-là, ses partisans ont déjà tellement pillé, mis à sac et affamé la Somalie que la famine s'installe et tue un grand nombre de personnes. Peu à peu, le monde prend connaissance de la tragédie qui se déroule. Et la presse internationale lance un appel pour qu'une aide soit apportée aux Somaliens. Finalement, les Nations Unies installent à Mogadiscio une antenne chargée d'observer la situation. L'ONU commence ensuite à envoyer une quantité limitée d'aide alimentaire.
Mais les combats sanglants de rue se poursuivent. Aidid, qui a été libéré de prison, est à leur tête. Au quartier général de l'ONU à New York, le secrétaire général Boutros Boutros-Ghali décide qu'une intervention directe est le seul moyen de stopper les morts. Et cette décision va entraîner les Nations Unies à commettre de graves impairs en Somalie. En mars 1992, l'ONU négocie un cessez-le-feu entre les factions armées somaliennes qui à leur tour permettent à l'ONU d'envoyer dans le pays une mission destinée à superviser la distribution de l'aide. Les chefs de guerre, dont Aidid, fournissent même des escortes armées pour s'assurer que l'aide soit acheminée sans encombre. L'aide alimentaire augmente. En juillet, 50 observateurs militaires de l'ONU arrivent à Mogadiscio pour s'assurer que le cessez-le-feu est bien respecté. Cependant, la Somalie est au bord de l'anarchie la plus totale. Les chefs de guerre réalisent bientôt que la nourriture fournie par l'ONU est une denrée indispensable qui pourrait leur permettre de renforcer leur base. En conséquence, leurs partisans se mettent à piller les avions affrétés par l'ONU dès leur atterrissage et s'emparent des convois de nourriture. Et il devient de plus en plus difficile pour les travailleurs de l'ONU d'atteindre les populations affamées. Il s'avère évident qu'une action plus rigoureuse est nécessaire. L'ONU demande donc à ses membres de fournir un véritable soutien militaire à son programme d'aide humanitaire. Des troupes de l'ONU sont envoyées en Somalie. Mais George Bush, qui n'est qu'à quelques semaines de la fin de son mandat de président, estime que les États-Unis ont aussi un rôle à jouer. Le 9 décembre 1992, un groupe de Marines débarque en Somalie. Il constitue l'avant-garde d'une force de 25 000 hommes censés prendre le contrôle de la situation et restaurer l'ordre. La mission des États-Unis est appelée Opération Restore Hope. La presse du monde entier couvre le premier débarquement. Peu de temps après, George Bush se rend personnellement en Somalie, tant pour assurer aux Somaliens qu'ils n'ont pas été oubliés par le reste du monde que pour encourager ses troupes. Le président déclare aux Américains « Quelques personnes ont suggéré que nous avions peut-être fait une chose que nous n'aurions pas dû faire. Mais en pensant à ce que vous avez vu et à ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis totalement convaincu que nous avons fait ce qu'il fallait faire. » Bush a l'intention, une fois que la situation sera stabilisée, de remettre son contrôle entre les mains des forces du maintien de la paix de l'ONU. Il veut que les troupes américaines soient rentrées chez elles au début de l'année suivante, ce qui devrait coïncider avec la fin de sa présidence et l'investiture de Bill Clinton en janvier 1993. Bush veut quitter la scène en ayant remis de l'ordre en Somalie. Bill Clinton veut exactement la même chose. Il ne laissera pas la Somalie assombrir les débuts de sa présidence. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme Bush ou Clinton le souhaitent. Les troubles continuent et les troupes américaines sont encore en Somalie lorsque le président Clinton arrive au pouvoir en janvier 1993. Les attaques d'hélicoptères font désormais partie de la vie quotidienne à Mogadiscio. Finalement, début mai, Clinton transmet le contrôle militaire aux forces de l'ONU. Mais Aidid, le principal chef de guerre, est toujours là et constitue une sérieuse épine dans le flanc des troupes du maintien de la paix. Si rien n'est entrepris en ce qui le concerne, la paix ne sera jamais rétablie. Les troupes de l'ONU commencent à remplacer les soldats américains dans les rues de Mogadiscio.
mais elles ont toujours besoin de la puissance de feu américaine pour les soutenir. Au début du mois de juin, la présence américaine a été réduite à 1200 soldats de combat et 3000 hommes de soutien. Mais ils doivent toujours compter avec Aidid et ses partisans fanatiques, fous de la gâchette. Le 5 juin, les hommes d'Aidid commettent une atrocité. Ils tendent une embuscade et tuent 24 soldats pakistanais des forces de l'ONU pendant qu'ils inspectaient un site somalien d'armes. Certains des corps auraient, dit-on, été écorchés. Les troupes de l'ONU et le reste des troupes américaines sont horrifiés. Une gigantesque chasse à l'homme contre Aidid est aussitôt lancée sous la conduite du commandement américain en Somalie. Une récompense de 25 000 $ est même offerte pour sa capture, ce qui représente une véritable fortune dans ce pays frappé par la pauvreté. Les recherches sont longues, difficiles et totalement vaines. Des douzaines d'Américains et de membres des Nations Unies sont tués, ainsi que de 6 000 à 10 000 rebelles somaliens. Mais rien de tout cela ne semble compter. Les Américains sont totalement obsédés par Aidid. L'attraper mort ou vif est devenu leur priorité numéro 1. Ce qui amène les Américains à commettre leur premier gros impair. Le 12 juillet, des hélicoptères attaquent une maison située au centre de Mogadiscio, dans laquelle ils croient à tort qu'Aidid se cache. Les missiles tuent un groupe de membres du clan de Aidid qui tentait en fait de mettre au point un accord avec l'ONU. Cette action a des conséquences désastreuses. 4 journalistes occidentaux en reportage sont attaqués par une foule en colère et battus à mort. Aidid, furieux de l'attaque dont ont été victimes les membres de son clan, se lance dans une guerre ouverte contre les Américains. De nombreux Somaliens, lassés de voir que tant de victimes innocentes sont tuées, sont tout aussi furieux. Malgré tout, l'équipe de recherche appelée Task Force Ranger poursuit sa chasse à l'homme. Les Rangers attaquent et fouillent de nombreux endroits dans lesquels ils pensent pouvoir trouver Aidid ou certains de ses hommes, sans aucun résultat. C'est alors qu'arrive la nouvelle qu'ils attendent. Les services de renseignement les informent que 2 des plus proches lieutenants de Aidid sont terrés dans une maison située à proximité d'un hôtel du centre de Mogadiscio. Le général William F. Garrison, qui commande la Task Force Ranger, est bien déterminé à se servir de cette information. À 15h40, le dimanche 3 octobre, 16 hélicoptères, 8 MH-60 Black Hawks et 8 Little Bird décollent en direction du centre de Mogadiscio. Le plan consiste à atterrir à proximité de la maison cible, s'emparer des hommes de Aidid et les embarquer dans des véhicules amenés par une force de soutien terrestre. Les hélicoptères arrivent au-dessus de leur objectif et ouvrent le feu pour forcer les rebelles à battre en retraite. Les Rangers sautent au sol et utilisent des grenades inoffensives pour disperser une éventuelle opposition. À la surprise des équipages des hélicoptères qui survolent la zone, des milliers de Somaliens, dont la plupart sont armés, envahissent la place et les Rangers, étonnés, se retrouvent complètement encerclés. La foule veut du sang. Il y a même des femmes et des enfants parmi eux. Pendant ce temps, Aidid et ses hommes tentent d'abattre un hélicoptère à l'aide d'un lance-grenade. L'un des Black Hawks, le Super 61, est piloté par l'officier Cliff Walcott, un ancien combattant de la guerre du Golfe de 1991. Il voit soudain des Somaliens pointer un lance-grenade sur son appareil. Il se met rapidement de côté pour permettre à ses tireurs d'ouvrir le feu. À la grande horreur des troupes au sol, son hélicoptère est abattu. Un groupe de Rangers se fraye un chemin jusqu'au lieu de l'accident. Une horde de Somaliens armés de fusils d'assaut AK-47 et de grenades est en train d'attaquer l'hélicoptère. Les soldats américains les repoussent, mais ils ne cessent de revenir à la charge. Bientôt, toute la zone est recouverte de morts et d'agonisants. Le quartier est en train de devenir un bain de sang.
Les hommes de Haïdid réalisent qu'ils sont sur le point d'infliger une défaite humiliante à la plus puissante nation du monde. Le Black Hawk abattu est leur principal trophée. Les troupes au sol tentent désespérément de secourir les Rangers pris au piège. Mais ils doivent faire demi-tour sous les assauts répétés. Les véhicules américains sont détruits et la quantité de blessés augmente alors que d'autres renforts arrivent sur la zone de combat. Les troupes américaines ont commis un deuxième impair de taille. Les cadavres des soldats américains sont filmés par des caméras de télévision. L'impair s'est transformé en cauchemar. La perte d'un Black Hawk est un désastre auquel les Américains n'étaient absolument pas préparés. Mais l'impensable se produit de nouveau. Le Black Hawk Super 6-4, piloté par l'officier Mac Durant, est lui aussi abattu par une grenade. La foule déchaînée s'empare de Durant et l'entraîne vers ce qu'il pense être une mort certaine. À ce moment-là, les hommes qui entourent le premier hélicoptère abattu ont repris des positions stratégiques qui leur permettent de mieux se défendre. La plupart d'entre eux sont persuadés qu'ils ne s'en sortiront jamais vivants. Les Somaliens continuent à les prendre pour cible. Juste avant l'aube, la colonne de secours, elle-même attaquée de toutes parts, parvient à venir en aide aux soldats désespérés. Ils ont été localisés par des hélicoptères de repérage. Les Rangers survivants sont réfugiés dans un dédale d'immeubles en ruine. La Task Force a réussi à repousser les attaques ennemies 17 heures durant. Les hommes ont vécu un véritable calvaire et la plupart d'entre eux ne pensaient jamais revoir la lumière du soleil. Une fois les survivants à bord des véhicules, la colonne de secours commence une course éperdue dans les rues encore dangereuses de la ville. Le convoi, qui fait plus de 3 km, est constitué de plus de 100 véhicules de transport de troupes blindées, tanks, véhicules tout-terrain et camions. Il se ferait un chemin entre guet-apens et barrages routiers, faisant feu pour riposter aux attaques répétées. Le convoi se dirige vers un stade désaffecté au nord de Mogadiscio, où une équipe médicale de l'armée américaine a installé un hôpital de campagne pour donner les premiers soins aux blessés. Lorsque le convoi atteint enfin le stade, des hélicoptères effectuent des allers-retours incessants pour ramener les soldats à la base, où ils recevront d'autres soins. Mike Durant, le pilote du Black Hawk, est relâché 11 jours plus tard, après que le président Clinton ait exigé sa libération. Clinton estime que les choses ont assez duré. La vue des cadavres américains traînés dans les rues de Mogadiscio a été la goutte qui a fait déborder le vase. Il ordonne que les troupes soient rapatriées. Des têtes doivent tomber. Les Aspin, le ministre de la Défense, donne sa démission. Le moment est venu pour moi de me retirer et d'entreprendre un autre genre de travail. La carrière du général Garrison est aussi terminée. Le 25 mars 1994, les dernières troupes américaines se retirent de la Somalie. En mai, les troupes de l'ONU les suivent. Sans la puissance de feu américaine, elles sont totalement impuissantes. L'impair commis à Mogadiscio s'est avéré fatal pour la mission de maintien de la paix et la Somalie est abandonnée à son triste sort. Haïdid, qui a causé l'humiliante défaite des États-Unis, contrôle la Somalie encore pendant 3 ans, avant de mourir de blessures par balle. Une mort appropriée pour cet impitoyable chef de guerre.
George Bush avait voulu terminer sa présidence par un triomphe sur le plan international. Il estimait qu'il allait ainsi raffermir le rôle de gardien de la paix des États-Unis dans le monde. Il avait inauguré sa nouvelle politique internationale par la guerre du Golfe contre l'Irak, mais la Somalie a été une toute autre histoire. Les troupes américaines présentes dans ce pays ont été autorisées à se concentrer sur les chefs de guerre au détriment de tout le reste. Et le peuple somalien s'est retourné à la fois contre les troupes américaines et contre celles de l'ONU qui avaient été envoyées pour les aider. À la suite du désastre de Mogadiscio, les politiciens américains sont devenus très prudents. Les troupes américaines ont été par la suite déployées au Kosovo, mais leurs opérations ont été strictement réduites au maintien de la paix et à l'aide humanitaire. L'impair commis en Somalie en 1993 a marqué durablement les esprits. Original. L'union fait la force. Imagine-nous réunis, Imagine-nous réunis, État fédéral kémite comme nous aïeux les premiers qu'infrit. Tagbo tagbo mi dans les quotidiens mi délai Dion mi wa bonandou lebi. Ce n'est pas question de money. Ce que tu cherches se retrouve dans tes racines. Ton essence c'est la paix, c'est l'harmonie. Viens on ouvre les yeux, viens on devient plus curieux. Mi wa mini hunuku, mi wa mini banudo. Mi wa mini hunuku, ma ure manager te bona welewe. Dogbe no po me, when you know yonde. Aloda love me, when you know yonde. Dogbe no po me, when you know yonde. Aloda love me. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. États-Unis kémiques, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand on pourra revivre, ça va faire mal. Chez nous c'est le paradis, ça va faire mal. Fait la force, man, nous. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. États-Unis kémiques, ça va faire mal. Ça va faire mal. Quand nous serons unis, ça va faire mal. Quand on pourra revivre, ça va faire mal. Chez nous c'est le paradis, ça va faire mal. À l'initiative du professeur Mamadou Koulibaly, une rencontre de concertation a eu lieu ce matin à l'Hôtel Ivoire, où depuis hier nuit, les forces Likon ont positionné une centaine de chars. À ce propos, les rumeurs les plus folles ont parcouru la ville d'Abidjan et celle de l'intérieur du pays. Ce matin, vous le savez tous, il y a une tension relativement forte à l'Hôtel Ivoire, avec un face-à-face entre les populations civiles ivoiriennes et les forces françaises. Et devant cette inquiétude et la tension qui monte et les différents appels que nous avons à la radio et à la télévision, il nous a semblé utile d'intervenir le plus rapidement pour rassurer les populations, les Ivoiriens comme les non-Ivoiriens, pour que les uns et les autres nous nous calmions.
pour que les uns et les autres nous nous calmions et que progressivement nous gérions la situation actuelle, qui est difficile, mais qui en réalité peut se gérer quand nous nous serons expliqués. Alors, dans ce sens-là, il y a autour de moi le général Poncé qui commande les forces françaises en Côte d'Ivoire, le général Fall qui commande les forces des Nations Unies en Côte d'Ivoire, le général Doué qui commande les forces armées nationales de Côte d'Ivoire, accompagné des généraux Bombé et Touvoli. Alors, mon général Poncé, ce matin, moi, j'ai été appelé de toute urgence avec des gens qui hurlaient de frayeur que des colonnes de chars de vos unités se dirigeaient sur Cocody, avaient pris l'hôtel Ivoire, s'installent à l'hôtel Ivoire dans le but de renverser le régime de Gbagbo Laurent. On envisage de l'enlever. Ouattara est dans un avion qui arrive, ou même il est dans un de vos chars garés dehors pour être installé au pouvoir tout de suite. La tension a monté vivement et je ne suis pas sûr que ce soit les conditions les meilleures de travail aussi bien de vos hommes que des jeunes qui sont dehors. Et pour la Côte d'Ivoire entière d'ailleurs, après ce qui s'est passé avant-hier et hier, nous nous sommes convaincus qu'il nous faut maintenant aller vers le calme. Et dans cette optique, j'aimerais bien vous poser la question, quel est le sens de tous ces mouvements de vos troupes? Qu'est-ce qui est recherché? Combien de temps ça va durer? Quels sont les différents sites comme ça que vous avez à Abidjan? Ce sont les questions que les gens se posent dehors. Au nom des forces licornes qui sont suspectées de faire un coup d'État, après avoir éliminé le président Laurent Gbagbo, le général Poncé a tenu à faire les précisions suivantes. Je commencerai par une déclaration solennelle que je fais au nom du gouvernement français et du président de la République, M. Jacques Chirac. Il n'est absolument pas dans l'intention de la force licorne de renverser le président Gbagbo. Le président Gbagbo représente un gouvernement légal, élu au suffrage universel, et la présence de la force licorne aujourd'hui dans Abidjan a uniquement pour but de rassurer et de sécuriser la communauté expatriée, qu'elle soit étrangère ou française. Et il se trouve effectivement qu'à un moment donné, un des éléments a pris la mauvaise direction, ce qui a laissé penser que les forces françaises allaient vers la présidence. Ça a été rectifié, grâce d'ailleurs à l'intervention de l'état-major Fancy, qui nous a remis sur la bonne route. Le général Fall, chef d'état-major des forces de l'ONUCI, a donné quelques explications sur les dispositions dans le domaine sécuritaire en cas de crise comme celle que connaît en ce moment la Côte d'Ivoire. C'est en cela que nous saluons l'initiative qui a été prise par M. le Président de l'Assemblée nationale de convoquer cette séance pour apaiser les esprits, faire revenir le calme. Le général Poncé a parlé des îlots de sécurité qui sont développés au niveau de la France. Cela est vrai aussi au niveau de la communauté internationale. Nous avons aussi un schéma intégré pour anticiper sur tout ce qui pourrait se passer comme dégradation de la sécurité au niveau du pays. Et c'est en cela aussi que le système des Nations Unies a développé des îlots au sein desquels les populations civiles qui se sentiraient menacées viendraient bénéficier de la protection des forces de l'ONUCI. Et ceci est une des dispositions de notre mandat. Le général Mathias Doué, chef d'état-major des Fancy, dans le même ordre d'idée, a tenu à rassurer ses compatriotes et leur a demandé de faire confiance à l'armée ivoirienne. Nous avons frôlé la catastrophe et dans ce genre de situation, quand une crise monte à un niveau si élevé, si rapide, il est indiqué que nous prenions rapidement les mesures appropriées pour faire baisser la tension et ramener la vie à la normale. C'est dans ce cadre qu'il faut comprendre l'initiative qui a été prise par le président de l'Assemblée nationale et qui nous réunit aujourd'hui, ce matin, autour de cette table. Nous voudrons appeler les uns et les autres au calme et demander que tout soit mis en œuvre pour que, dans les meilleurs délais, la vie normale reprenne.
Je demande aux uns aux autres de ne pas tenir compte des rumeurs. Dieu sait combien il y en a eu pendant ces dernières minutes. On a même dit que la force Licorne est à l'hôtel d'Ivoire pour chasser le président Gbagbo et installer le général Doué. Que la force Licorne... En conclusion, le professeur Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale, a fait cette adresse à l'endroit des Ivoiriens qui doivent rester mobilisés. Moi, j'aimerais qu'on puisse retenir que les troupes françaises se sont installées à l'hôtel Ivoire pour organiser l'évacuation des populations françaises ou étrangères qui le souhaiteraient. Il n'est pas de leur intention de faire un coup d'État. Il n'est pas de leur intention d'enlever le président de la République. Il n'est pas de leur intention de déstabiliser l'État de Côte d'Ivoire. Vous l'avez entendu, le général Poncé l'a dit, le général Fall l'a confirmé, le général Doué a insisté là-dessus. Et moi, j'aimerais donc vous appeler au calme, que nous puissions le plus rapidement dès aujourd'hui reprendre une vie normale. Moi, je vous exhorte à cela. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites, pour toute la vigilance que vous avez. Vous vous souvenez certainement de ce sujet explosif dans le 90 minutes de décembre sur les événements en Côte d'Ivoire. C'était une enquête de Stéphane Auman. On montrait par l'image que, effectivement, l'armée française allait peut-être disperser des manifestations de civils ivoiriens avec des moyens surdimensionnés, des hélicoptères sur les ponts. Et puis il y avait la fusillade de l'hôtel Ivoire. Alors les versions n'étaient pas claires. Qu'est-ce qui s'était passé? Ça avait fait une énorme polémique. Est-ce que les gendarmes ivoiriens avaient joué un rôle provocateur? Est-ce que la foule était armée? Enfin, bref, on était resté un peu dans le flou sur ce qui s'était passé. Stéphane Auman est retourné à Abidjan pour obtenir des informations nouvelles et il revient avec une photo très précise des événements. Alors ce sont de nouvelles images tournées par un caméraman ivoirien, des images inédites qui montrent vraiment le pic de la crise, ce fameux mardi 9 novembre, alors que depuis 48 heures, des milliers de manifestants ivoiriens exigent, demandent le départ des forces militaires françaises qui tenaient l'hôtel Ivoire. Et c'est des images qui permettent de comprendre comment on a pu en arriver là. Ça, c'est la foule qu'on nous a présentée comme une foule en armes. Et à aucun moment dans les plans, tu vois des gens armés, même pas de machettes, ils ont rien vu. C'est clair, il n'y a pas de mecs armés dans la manifestation. Quoi. Donc là, les gendarmes qui essayent, comme ils peuvent, de repousser derrière les blindés français. Juste devant les blindés. Ah oui, il y a 10 mètres entre la foule et le problème, c'est que là, ils n'ont plus que leurs armes de gros calibre face à une foule désarmée qui est plus qu'à 5 mètres, que tu peux plus repousser. Parce que comment tu vas repousser ça? Et donc comment vous les avez récupérées ces images? Alors, en fait, ça c'est complètement rocambolesque. On est allé à l'hôtel pour voir un peu à quoi ça ressemblait. On a fait 2-3 interviews des gens qui nous expliquaient ce qui s'était passé. Et puis on a dit, si vous avez des images, tenez-nous au courant. Donc d'un air un peu mystérieux, ils nous ont dit, il y a des images, on va vous les fournir. Dans cet hôtel, il y avait une petite chaîne de télé qui était en sommeil. Ils sont allés prendre des caméras, ils ont filmé. Qu'ils ont donné ces cassettes à la télé ivoirienne, qui n'avait pas de quoi les transcoder, donc il n'a pas pu les utiliser. Qu'ils ont voulu aussi les donner aux télé françaises à Paris, et personne ne les a reçues. Du coup, ces cassettes, depuis 1 mois et demi, elles étaient dans la nature, avec tout ça, quoi. Et elles n'ont jamais été diffusées, même la télévision ivoirienne. Personne ne les a vues. Voilà, l'enquête que vous allez voir a été menée à Abidjan par Jérôme Pain et Stéphane Auman, et c'est un décryptage édifiant sur la fusillade de l'hôtel Ivoire. Le 1er février 2012, j'ai pris un avion de Toronto à Pékin. Par où pensez-vous qu'il est passé? Par l'Europe à l'est ou par le Pacifique à l'ouest? Quand je suis monté dans l'avion, je n'en savais rien. Et c'est en regardant le hublot que j'ai découvert la réponse. L'avion Toronto-Pékin passe par le pôle Nord. Et oui, j'ai survolé le pôle Nord. Mais ça peut paraître très surprenant, surtout quand on regarde la trajectoire que l'on a suivie sur une carte. Eh bien, notre carte favorite, celle que l'on retrouve dans tous les livres d'histoire et sur Google Maps, la carte dite de Mercator, est fausse. Voilà à quoi ressemblent le Groenland et l'Afrique sur la carte Mercator. Voyons quelles sont leurs vraies tailles relatives. Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que c'est ça? Oui. Le Groenland est vraiment si petit. Ou plutôt l'Afrique est vraiment si géante. La superficie de toute l'Europe tiendrait non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois dans celle de l'Afrique.
Ça peut paraître anecdotique, mais ce genre de carte a le mauvais goût de flatter les égos des pays du Nord en les agrandissant. Littéralement. Les cartes du monde ne sont pas juste une représentation de la réalité. Elles sont devenues notre représentation de la réalité. Et ça, l'historien Arnaud Peters l'avait bien compris. Peters proposa donc une alternative à la carte Mercator qui, elle, respectait les tailles des pays. Mais le grand public rejeta cette carte dite de Gale Peters, sous prétexte qu'elle était moche. Mais qu'est-ce qui fait que la Gale Peters est si moche? Prenons une autre carte. Vous voyez ce que c'est? Oui, c'est juste la Mercator, mais avec le nord en bas. Elle n'est donc absolument pas plus fausse que la Mercator. Pourtant, elle paraît étrange, voire désagréable. Si on n'aime pas cette carte, c'est probablement parce qu'on n'y est pas habitué. Se pourrait-il qu'il en soit ainsi aussi pour la Gale Peters? Se pourrait-il que la raison pour laquelle on n'aime pas la Gale Peters, c'est juste parce qu'on n'a pas l'habitude de la voir? Sans doute un peu, mais pas uniquement. La Gale Peters a le gros défaut de mal représenter les formes des pays. Quand on zoome sur une partie de la carte, on voit que les formes des pays sont très différentes de ce que les satellites voient. On dit que la Gale Peters n'est pas conforme. En particulier, les angles de la Gale Peters diffèrent des vrais angles sur Terre. A l'inverse, la Mercator a le bon goût d'être conforme, ce qui rend le zoom de Google Maps si agréable. Cependant, la Gale Peters n'est pas la seule carte conforme. Sur son site web, Jason Davis liste un grand nombre de cartes dont beaucoup sont conformes. Ces cartes sont fascinantes. Après tout, chaque carte est une merveille mathématique. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, la cartographie était devenue l'affaire de matheux, comme Lambert, Lagrange et Euler. Mieux encore, au XIXe siècle, Gauss, Cauchy et Riemann ont su relier la cartographie à l'étude des fonctions à variables complexes. Ces fonctions jouent notamment un rôle crucial dans l'hypothèse de Riemann, dont LGJ parle dans une vidéo récente. Du coup, on peut se demander si on ne peut pas faire mieux que la Mercator. Il y a eu des tentatives assez originales comme la carte de Lambert, celle de Boudeux ou celle de Waterman. Mais ces cartes conformes ne sont pas des représentations entièrement justes. Existerait-il une carte vraiment parfaite? Eh bien non. Gauss prouva en 1827 l'un des plus beaux théorèmes des mathématiques, le théorema egregium. Ce théorème dit que la géométrie d'une surface peut être déterminée à partir uniquement de mesures à l'intérieur de cette surface, par exemple en additionnant les angles d'un triangle. En particulier sur Terre, la somme des angles d'un triangle est supérieure à 180 degrés, surtout si le triangle est grand. Du coup, dans toute carte de la Terre, il doit y avoir des triangles dont la somme des angles est supérieure à 180 degrés. Évidemment, si les angles sont justes, ceci est impossible à faire avec des droites droites. Or, on a dit que les angles sur la Mercator étaient justes. Donc, ce sont les droites de la Terre qui, sur la Mercator, ne sont pas droites. Et c'est pour ça que l'avion Toronto-Pékin avait une trajectoire si arrondie sur la carte, alors que l'avion semblait voler tout droit. A l'inverse, les droites de la Mercator ne sont pas toutes des droites de la Terre. Prenez par exemple un parallèle très proche du pôle Nord. Ce parallèle fait en fait le tour du pôle Nord. Donc si on cherchait vraiment à suivre cette trajectoire sur Terre, on devrait faire un petit cercle, ce qui ne correspond pas du tout à aller droit. Bon. Ça va, j'ai musclé votre cerveau? Est-ce que j'ai musclé votre cerveau? Poulo, est-ce que ton cerveau a été musclé? Là, ouais, il est lourd même. Je t'enverrai la facture pour les mots de tête et tout. Alors, je vous ai mis ça pourquoi? Je vous ai mis ça parce que je voulais simplement vous dire que les mathématiques sont fausses. Ce sont des conventions.
Et ce sont ce qu'ils appellent des normes. Ce sont des accords. Les mathématiques sont fausses. Vous savez pourquoi les mathématiques sont fausses? Parce qu'on vous cache la forme du dôme dans lequel vous vous trouvez. Ce sont des conventions. Je m'étais intéressé au mécanisme du GPS. Je vous invite à vous intéresser au mécanisme du GPS. Je n'en dis pas plus. Vous allez tomber de haut. Il y a quelque chose que beaucoup n'auront pas enregistré. C'est la raison pour laquelle, pourquoi, autant pour moi, pourquoi est-ce qu'on a fait la guerre en Somalie? Il y a plusieurs raisons. À l'époque, Total avait fait des recherches de gisements. Ils avaient abandonné parce qu'ils n'avaient rien trouvé. Ensuite, les Chinois sont arrivés. Ils ont trouvé les gisements de pétrole. Et les Français, dont Total, ont dit que c'est eux qui avaient eu l'initiative. Et ils ont appelé au secours leurs potes, les Américains, pour venir chasser les Chinois de la Somalie. Mais ils vous ont expliqué qu'ils ont fait ça pour une guerre humanitaire, pour sauver les quelques Somaliens qui mouraient de faim et qui mouraient à cause de leur président dictateur. Ce président dictateur, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce que vous avez suivi dans le documentaire? Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qu'il avait fait? La première des choses qu'il avait fait, c'était quoi? Dites-moi. Qu'est-ce qu'il avait fait? Si vous avez suivi le documentaire, c'est obligé que vous ayez compris ce qu'on a dit de lui. La première des choses qu'il a fait, c'était quoi? Je vous écoute. Poulo, tu as le droit de parler aussi. Il avait interdit la religion, enfin, ou les religions. C'est l'un des éléments que j'ai noté et tout. Il avait interdit la religion. Il n'avait pas interdit la vision africaine de la spiritualité. Il avait interdit les religions importées. C'est le seul. On ne vous parle jamais de lui. On ne vous parle que de la Somalie comme des gens affamés, de rien du tout. Et on vous montre en général des gens métissés. La Somalie faisait partie de l'Éthiopie, de la grande Éthiopie. Et ce monsieur, c'était un traditionnaliste. Et il avait compris d'où venait le problème. Vous comprenez donc que quand je dis que tous ces balbutiements qui sont en train de se faire sont des tremplins, c'est une bonne chose pour l'éveil, mais que ce n'est pas la finalité. Vous comprenez qu'on ne peut pas s'émanciper avec la religion d'autrui. Ce n'est pas possible. Merci Poulo. On ne peut pas. Surtout quand vous voyez ce que ces religions font. Ce n'est pas possible. C'est le bras armé de l'un des sièges de la maçonnerie universelle, du bébérite. Le Vatican est maçon, est maçonnique. Donc, vous qui êtes là dans le catholicisme et tout ça, vous êtes dans la franc-maçonnerie, vous êtes des maçons en fait. Il y a également quelque chose que j'ai relevé, mais je vais traiter ça la prochaine fois parce que il va nous manquer du temps. J'ai encore du boulot qui m'attend, les amis. C'est pas fini. C'est pas fini encore. Donc, j'avais noté énormément de choses. Chaque fois, je veux noter des choses que je vais faire avec vous, mais le temps me fait défaut. Donc, je me dis, c'est pas grave, on fera ça pour
pour la prochaine fois. Le documentaire que je vous ai sorti là, ce tout dernier, était simplement pour vous montrer que nous fonctionnons sur la base des conventions. Ça ne veut pas dire que ce sont des choses qui ont été instaurées à travers un référentiel physique invariable. Ça vient de la névrose des gens qui ont décidé que c'était comme ça. Et quand bien même ce qu'ils appellent la mathématique n'est pas juste, ils la tordent et ils font à ce qu'elle donne un résultat qu'eux, ils souhaitent et non pas le résultat qui devrait être à travers la nature.